Vous avez bien compris, nous avons effectué vraiment ces trois approches pour vraiment cerner vraiment la problématique de ce matin et puis surtout maintenant vous entendre. Vous avez des micros qui vont circuler. Nous avons plus d'une heure d'échanges et de débats. Allez-y, la parole. Alors monsieur demande tout de suite, on va peut-être essayer de partir pour ordonner parce que l'une des questions centrales était de dire cette admission d'une AMP sociale à côté de l'AMP médicale, peut-être partir sur cet aspect des choses pour vraiment ensuite entrer thématique après thématique, surtout pour que ces échanges, bien évidemment, soient ordonnés. Alors, ce rapport de l'AMP sociale à côté de cette AMP médicale, qui demande, monsieur, voilà, on a du mal à voir avec les... Très bien. Levez bien la main. Monsieur. Je vous remercie. J'apprécie tout à fait la manière dont le débat... Vous pouvez juste vous présenter si vous vous représentez une association pour que l'on puisse savoir... Pas du tout. J'étais inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Voilà. Et j'ai été très imprégné notamment des thèses d'Alfred Sauvy. Et je crois que cette approche philosophique, approche technique, etc., tout cela est très bien, mais il manque quand même cette composante sociétale et ce type de société vers lequel nous devons aller. Car aujourd'hui, on se rend compte effectivement que la démographie devient galopante en raison de très nombreux critères d'immigration, de concentration dans les grandes villes. Et je pense que même si des révisions périodiques sont prévues de la loi, il sera toujours difficile de revenir sur des avancées qui ont été accordées. Donc le critère de quelle société voulons-nous me paraît être un critère déterminant avant toute approche philosophico-technique. Merci monsieur. Nous avons une question tout devant, voilà, au troisième rang. Bonjour, Yann Goudard. Bonjour. Je suis le trésorier du centre Gallès Bien-Biétrans de Rennes. Je voudrais revenir sur la dernière intervention qui pose une dichotomie entre soigner un problème thérapeutique et sinon un problème sociétal. À ce que je sais, personne ne meurt de ne pas avoir d'enfant. Donc, effectivement, il y a une fonction biologique qui n'est pas active, mais on n'en meurt pas. Donc il me semble qu'il faut rappeler que c'est toujours en fait un problème sociétal qu'on vient corriger. Merci. Derrière, monsieur. Merci. Alors c'est dans la lignée de la question précédente. Je suis là comme simple citoyen. Effectivement, c'est toujours du sociétal dont il est question. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est une question un petit peu rhétorique, mais une idéologie nataliste, c'est-à-dire, on revient sur ce qu'on disait, le droit à l'enfant, le droit de l'enfant. Et il y a des difficultés aujourd'hui si on veut faire le choix inverse. C'est-à-dire la stérilisation volontaire, par ligature des trompes, méthode Essure, vasectomie. C'est très difficile, si on est jeune, si on n'a pas encore eu d'enfant, d'accéder à ces techniques. Les médecins ne sont pas d'accord pour le faire. Et c'est une problématique dont on ne parle pas vraiment, et pourtant c'est un peu le revers de la médaille, etc. Enfin, il faut l'aborder aussi. Monsieur. J'étais médecin, je suis retraité. Je voudrais revenir sur la première réflexion. Je ne pense pas que la médecine soit faite seulement pour soigner des pathologies mortelles. Donc je pense que la question reste bien en suspens sur la question de faut-il envisager les choses sur le plan sociétal ou non. Voilà. Merci bien pour cette mise. Voilà, une question tout en haut. Voilà. Allez-y, monsieur. Je voudrais dire trois choses. La première, c'est que je suis venu ici, non pas pour en découdre, mais pour coudre. Et j'ai beaucoup aimé les allusions au bien commun, qui est une expression qui revient en vogue, et aussi cette idée de rencontre que Mme Agatha Zelinsky a développée. Et donc, je suis prêt à essayer de convaincre, à être convaincu. Et évidemment, je me fie au contraire de ce qu'on appelle la persuasion. Deuxièmement, je dirais qu'étant membre d'une association familiale et syndicaliste, je suis très attaché à la défense du plus faible. Je le fais avec les chômeurs et les migrants. Je pourrais donner des détails. Et pour moi, l'une des questions essentielles, c'est dans ce débat, y a-t-il des sans-voix
Y a-t-il des effets de domination, de dissymétrie, y compris financière? Aucun économiste n'a pris la parole. Or, la question qui paie, combien ça coûte est importante. On sait que l'argent est un signifiant maître. Troisièmement, la sagesse populaire dit on n'arrête pas le progrès. Et le progrès, aujourd'hui, avance de lui-même. La recherche d'elle-même veut toujours aller plus loin. On pourrait parler d'un PVC, c'est-à-dire progrès à grande vitesse. Qui saura lui donner des normes? Qui saura le maîtriser? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela? Le train va de plus en plus vite. Qui va rester sur le quai? Qui pourra payer le billet? Qui sera écrasé? Voilà des questions qui me semblent importantes. Qui veut-on servir? J'ai été sensible à la lecture d'un livre que j'ai trouvé par hasard tout à côté, au Champ Libre, écrit par des anarchistes de Grenoble, qui s'appelle « La production industrielle de l'être humain ». Je l'ai trouvé décrivant de façon lucide et, il est vrai, un peu inquiétante, ce qui risque de nous arriver. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, il est important aussi de faire remonter des paroles et des points de vue pour que cela suive ensuite une synthèse. Donc nous poursuivons un peu vos réactions. Il y a alors je vois tout en haut aussi à côté, monsieur qui lève la main. Oui, merci. Alors déjà, merci pour votre intervention. Je trouve que ça a été édifiant. Alors, je suis docteur, mais en informatique, pas en médecine, donc mon propos est peut-être pas très pertinent tout le temps. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire. La première, c'est que j'ai l'impression que derrière le mot révision, en fait, il y a le mot élargissement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez parlé des possibilités de revoir ce qui a déjà été vu. Et surtout que ça a été fait, j'ai l'impression, depuis déjà 50 ans. Donc moi qui n'en ai que 28, j'arrive peut-être un petit peu en retard finalement. Et j'ai l'impression que si je ne suis pas d'accord, j'ai plus qu'à serrer les dents et puis c'est tout. Donc vous n'avez pas parlé des possibilités de revoir ce qui a été fait. Et surtout dans l'approche juridique qui était très intéressante, d'autant que je ne suis pas du tout expert, vous n'avez pas parlé des droits de l'enfant. À chaque fois, vous parliez justement des parents vis-à-vis de ce qui était possible de faire pour eux. Mais à aucun moment, vous n'avez parlé de ce que l'enfant, ce à quoi peut-il prétendre. Voilà, et dernière chose, alors moi je travaille en intelligence artificielle, donc je fais beaucoup de manipulations, on va dire, d'octets, enfin bref, de programmes et autres. Il y a beaucoup de questions qui sont posées actuellement en éthique sur ce domaine-là, et je pense à très juste raison, mais je pense qu'il est peut-être encore plus important de parler de ce dont vous avez parlé, puisqu'on parle de vivant. Donc les préoccupations qu'on a pour ce qui est matériel, je pense qu'on a encore plus de raisons à s'en occuper parce qu'on parle ici de vivant et qu'on le veuille ou non, même si on appelle ça un embryon techniquement, il s'agit quand même de vivant, d'un être vivant. Donc on n'est pas seulement dans la construction de quelque chose de matériel, on est vraiment dans la gestion de vivant et quelque chose qui va être relationnel plus tard. Merci. Merci à vous. Je vous ai vu prendre des notes, Brigitte Feuillet-Liger, sur justement cette révision pour ne pas échapper vraiment aussi à ce qui a pu se passer hier et avant-hier. Oui, alors la révision, c'est dans les deux sens. Il est vrai que si on fait un constat, mais ce n'est pas simplement vrai pour les lois bioéthiques, c'est vrai, le fait de revoir les lois régulièrement, ça a été le cas aussi de la loi sur les 35 heures, etc. En fait, c'est tous les sujets un peu difficiles. On vote et on se dit, on en reparlera. Vous pouvez aller en sens inverse. La dernière fois, le diagnostic préimplantatoire dans l'hypothèse de l'enfant du double espoir, l'idée était peut-être de revenir en arrière, parce que les problèmes éthiques sont importants. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le CCNE veut consulter les individus, il faut qu'il s'exprime, parce que la révision peut bien évidemment aller dans les deux sens. Juste une petite remarque sur le fait que je n'ai pas parlé de droits de l'enfant. Vous avez vu 20 minutes pour présenter déjà le droit positif de l'assistance médicale à la procréation. La question des droits de l'enfant, c'est beaucoup plus général, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé, parce que je n'avais pas le temps. On s'était limité à 1 heure d'échange sur ces 3 volets. On poursuit avec vos réactions, monsieur. Alors attendez, monsieur, levez bien la main, parce qu'avec les projecteurs, c'est compliqué de voir toutes les mains qui se lèvent. Allez-y, monsieur. Oui, moi je suis psychiatre à la retraite. Je fais 40 ans à l'hôpital psychiatrique de Rennes, du bon côté de la barrière. Et je me suis intéressé à la vasectomie. Et quand je vois l'opposition qu'ont eu les gens à pouvoir se faire vasectomiser en France pendant, disons, 60 ans, de 1937 à 1998 et 2001, une loi, je trouve que là, on n'en parle pas beaucoup. Et autant je suis pour une sexualité totalement libre entre adultes consentants, autant je suis totalement opposé à la procréation artificielle parce qu'on ne mesure pas les conséquences.
C'est-à-dire que donner son sperme, vous avez 10% de gens qui donnent leur sperme et qui ensuite ont des troubles psychiatriques. Et oui, c'est pas évident. Autant la sexualité, quand elle était libre et égalitaire, évidemment, entre hommes et femmes ou entre personnes de même sexe, ça ne me dérange pas. Mais par contre, on ne se pose pas assez la question des conséquences de ce qu'on fait pour le donneur et pour l'enfant. Parce que l'enfant, il cherche toujours à connaître son père ou sa mère, ou les deux d'ailleurs. Et avec la procréation artificielle, normalement, c'est-à-dire dans les textes, je suis d'accord avec vous, madame, c'est disons, impossible. Par contre, la génétique permet maintenant de retrouver son père ou sa mère. Et quel problème ça crée ? Je ne sais pas, bon, je parlerai pas de moi, mais qu'est-ce que ça crée à un père de voir arriver, alors qu'il est marié et qu'il a déjà des enfants, de voir arriver un enfant qui est né de ses gamètes qu'il aurait voulu anonyme. C'est pas évident. Et de toute façon, telle que la science évolue, et je ne parle pas des problèmes sociaux et en particulier des problèmes d'argent, l'hostilité à la GPA c'est de l'esclavage. On ne va pas revenir quand même au début du 19e siècle. S'il vous plaît. Il reste la PMA, on pourra connaître son père ou sa mère, alors que ceux qui ont donné leurs gamètes mâles ou femelles n'étaient pas d'accord, et ça créera des problèmes à ceux qui ont donné et aux propres enfants biologiques de ceux qui ont donné leur sperme. C'est-à-dire voir arriver quand son père est mort un demi-frère qu'on ne connaissait pas, ça pose des questions à un adulte. C'est un psychiatre, je suis un peu tordu sans doute, mais c'est des choses que j'ai vues quand même. Bon, nous allons poursuivre à d'autres réactions peut-être sur cette thématique, si vous voulez apporter soit une contradiction ou donner votre avis. On est là pour ça. Hein. Ces débats sont retranscrits, seront aussi étudiés à l'issue. Donc c'est très important que la parole remonte aujourd'hui. On peut peut-être envisager aussi tout à l'heure sur l'AMP ouverte aux femmes seules aussi, si vous le souhaitez. Qui souhaite apporter un éclairage. Je voulais revenir sur la question de « c'est mon choix ». Effectivement, c'est mon choix. Alors, quel est mon choix ? Et je trouve que ce qu'a dit Mme Zilinski est très juste. Ça serait intéressant pour se forger une idée de ne pas partir sur son désir, mais sur la réflexion de comment construire ma pensée, plutôt que de savoir ce que je veux d'avance. Donc, c'est mon choix. Moi, c'est mon choix d'être bien soigné. C'est mon choix d'être bien soigné, ça veut dire qu'il y a forcément des priorités. Vous comprenez bien que quelqu'un qui n'a plus de dents, plus de lunettes, pas de mutuelle et pas de boulot, il peut trouver quelque chose de risible et de scandaleux dans les aspirations de gens qui ont beaucoup de choses et qui demandent encore en plus. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la capture, des possibilités médicales au profit de certains. Et je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à ça. C'est mon choix d'être bien soigné. Et pour que je sois bien soigné, il faut que tout le monde puisse l'être. Et ça oblige forcément à des choix. Et ces choix-là, c'est quand même la priorité à la priorité à donner est à donner à ce qui est malade. Et non pas à ce qui est capable d'enfanter, même s'il ne se met pas dans les conditions de l'être. Merci. Madame, deux rangs en dessous, là, vous avez demandé. Voilà, puis à côté de vous, ensuite. Bonjour. On vous écoute. L'exercice d'aujourd'hui est difficile et louable. Et je suis persuadée que toutes les intervenantes souhaitaient être neutres dans leur présentation. Mais moi, je voulais attirer votre attention sur le fait que ces présentations, elles n'étaient pas neutres, notamment la première sur les questions médicales. Quand on choisit de faire un rapprochement entre gamètes, père, papa, gamètes, mère, maman, qu'on oublie d'écrire le mot père au moment où on met la GPA, c'est des choix, et c'est des choix dont on ne se rend pas compte, mais c'est des choix qui sont complètement clivants dans cette salle, sans d'ailleurs aller dire... Enfin, de fait, cette manière d'aborder la question, ça la biaise déjà. Pour ma part,
un papa, c'est quelqu'un qui rassure de cauchemars, qui vous engueule quand vous avez séché les cours, et c'est surtout ça. Et après, moi, j'avais une deuxième remarque, et je m'arrêterai là parce que j'ai commencé à parler longtemps, c'est que je ne comprends pas bien pourquoi est-ce qu'on parle de PMA, d'élargissement de la PMA dans un débat de bioéthique, parce que ça fait 37 ans qu'on a réglé la question de la bioéthique de la PMA en disant oui. Donc je ne comprends pas bien pourquoi ça devient une question vachement plus complexe sous prétexte que ça concerne des lesbiennes et des femmes seules. Peut-être, Célia, vous qui avez introduit tout à l'heure la première partie, cette question était peut-être un petit peu pour vous, pour avoir juste un complément à votre question, si ma diapositive madame. vous a blessé, j'en suis désolée, c'était absolument pas le but. Voilà, c'était juste pour c'était vraiment une diapositive dans un but d'explication physiologique et physiopathologique. Voilà, c'est tout. C'était vraiment très technique et biologique. Et si cette diapositive vous a blessé, j'en suis vraiment désolée. Oui, s'il vous plaît. Alors, oui, monsieur. Bonjour, je suis médecin. Bonjour. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu, que le plus fragile, ça reste l'anonymat, qui risque de tomber en France parce que c'est l'anonymat conservé en France au milieu de ces autres pays européens semble fragile. Je conçois que pour les dons de gamètes, ce n'est pas raisonnable de conserver cela. La protection du donneur, il sera averti que l'anonymat existe ou pas. Mais où aller, où livrer comment dire, à l'enfant, quand lui dire qui est son père génétique, enfant, adolescent, adulte, et aussi où aller jusqu'à l'ADN, puisqu'on va en parler, s'il y a des maladies qui arrivent. Que faire de la connaissance complète du père biologique? C'est une question. Très bien. Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Oui. Je suis une ancienne élève de Madame Brigitte Feuillet. Et je travaille aussi dans une association qui aide les Parkinsoniens d'Ille-et-Vilaine. Et je voudrais justement rebondir sur l'anonymat du donneur. Aujourd'hui, et on l'a vu récemment dans une affaire, une personne seule, un enfant issu de donneur, a pu retrouver son père. Et il a reçu à Noël le coup de fil de son géniteur. Le géniteur, lui, n'avait rien demandé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le droit ne devrait pas justement encadrer cette recherche de paternité, aussi bien pour la sécurité de l'enfant issu du donneur que du donneur lui-même? Puisque aujourd'hui, par lui-même, et ce n'est pas le seul, il a réussi à faire cette démarche et a plus ou moins imposé à son donneur sa présence. Voilà. Oui, je peux. Allez-y. Bonjour. Et madame après derrière. Oui. Donc, je suis enseignante et maman, à la fois naturellement et maman adoptive. Donc, on a vécu l'infertilité, on a vécu la stérilité, on connaît de près ces questions-là. Et on a pu constater les dérives possibles, aussi bien dans le milieu de l'adoption que par rapport à tout ce qui est infertilité, où là, la loi encadre actuellement bien les choses. Pour l'adoption, on s'est retrouvé confronté à un trafic d'enfants en Arménie. On avait déposé des dossiers pour ça, et on s'est rendu compte que l'intermédiaire qui était là donnait de l'argent aux mères en difficulté pour que des couples puissent adopter ensuite. Alors, immédiatement, quand on s'est rendu compte de ça, on est revenu en arrière. Et on a pu voir tous les enjeux financiers qui étaient derrière et s'interdire que le moindre euro puisse intervenir quand un enfant rejoint sa famille. La GPA, on en a parlé tout à l'heure, c'est un abandon programmé, c'est un abandon sur commande, sur contrat, puisqu'à la naissance, l'enfant est pris à sa mère pour rejoindre deux hommes. Alors, ça a beau être programmé, ça a beau être sur contrat, le traumatisme, il est épouvantable. Vous disiez tout à l'heure, tout ce qui marque le corps du construit, qu'est-ce qui peut plus marquer le corps d'un nourrisson qu'au moment de sa naissance, d'être arraché à sa mère et de façon volontaire? Dans le cadre de l'adoption, on va pallier un abandon, on va essayer de le consoler, de le réparer, et Dieu merci, c'est des choses qui se passent bien, l'enfant est résilient, il peut se reconstruire. En revanche, quand on le provoque, comment un enfant peut-il pardonner à ses parents d'avoir commandité en avance son abandon ?
Et dernière chose, on a entendu, et c'était très intéressant, la vision médicale, la vision éthique, la vision philosophique et juridique, mais je trouve qu'il manque quand même une vision psychologique. Savoir s'il y a des pédopsychiatres présents qui pourraient éventuellement nous parler de la construction de l'enfant après ces choses-là, la quête d'identité. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un point à aborder sur le devenir de l'enfant et les droits de l'enfant. Voilà, alors, bon, monsieur, madame en jaune et madame en bleu après, voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis actif, je travaille dans l'industrie, avec un background, comme on dit, technique, scientifique. Donc voilà, je suis très sensible au côté scientifique. Et voyez-vous, avec les années, l'âge, je suis content d'avoir pu prendre un petit peu de recul avec la dimension technique. Et en ce sens, je suis très content d'avoir vu vos interventions, mesdames et messieurs, mesdames surtout. Je les ai trouvées très intéressantes, et pourtant j'en ai été déçu. Très déçu. En effet, je crois qu'il y a eu un grand négligé dans vos interventions. C'est l'enfant. On a très peu entendu parler de l'enfant, alors que quand il s'agit d'aide médicale à la procréation, l'enfant devrait être au centre de nos débats et de nos réflexions. Madame la professeure de médecine, vous étiez sur le côté technique. Quoique, j'ai vu sur un de vos slides, il y avait 2 hommes à gauche qui souriaient, une mère porteuse à droite qui souriait, les aiguilles de la pendule, vous savez, 10h10. Pourquoi vous n'avez pas fait 8h20 ? Allez voir comment se passe la GPA dans des pays comme la Thaïlande. Elles ne rigolent pas, les braves dames, si vous me permettez l'exception. Permettez-moi de répondre. Permettez-moi de répondre. Ce sont des images qui sont disponibles sur l'ordinateur. En fait, ce sont des images 3 libres d'utilisation. Et donc, ce sont des images qui sont facilement disponibles. Si vous en avez d'autres avec des expressions faciales plus parlantes, je suis tout à fait preneuse. Formidable, nous allons rester en contact. Mais ça me permet de rebondir sur un commentaire qui a été fait tout à l'heure. Certaines de vos interventions sont subtilement tendancieuses. Voilà ce que j'en ai pensé. Madame la juriste, parlons un tout petit peu si vous voulez. Votre exposé a été très intéressant. Mais pourquoi n'a-t-on pas parlé plus de l'enfant comme sujet de droit ou objet de droit? Vous allez me dire que vous n'aviez pas le temps. Soit, mais c'est sans doute secondaire. Et le bien commun, heureusement, madame la philosophe, vous avez sauvé un tout petit peu la mise. Le bien commun, où est-il? Parce que c'est bien le législateur qui peut statuer sur ces questions. C'est bien le législateur qui doit avoir la préoccupation du bien commun dans une société, dans un pays. On n'en a pas entendu parler. Alors, où est-il ce besoin de l'enfant? Ce besoin qu'il a d'avoir un père, comme complément de la mère dans son éducation, dans sa croissance, pour vivre en société de façon sereine. Qu'en est-il de la filiation? Qu'en est-il de son identité? On regarde, pas besoin d'aller très loin. On a entendu parler du brave Johnny qui a été à la quête de ses ascendants pour savoir qui ils étaient. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et alors c'est très bien que nous ayons eu ce matin une technicienne, excusez-moi, une scientifique, une juriste, une philosophe, madame, avec tout mon respect à votre égard. Mais comme il a été dit tout à l'heure, nous aurions pu avoir des pédopsychiatres, nous aurions pu avoir des psychologues, et pourquoi pas d'ailleurs des responsables ou des représentants spirituels du culte, pourquoi pas. Mais ils ont leur rôle à jouer dans la société également, chacun le sait. Et on va conclure parce qu'il y a beaucoup de demandes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, oui. Très bien. Eh bien, je conclue avec une seule phrase. Allez-y. Revenons-en à ce que disait Rabelais au XVIe siècle, siècle de l'humanisme. Science sans conscience et ruine de l'âme. Merci. Karine Lefebvre, et puis il y a plein de questions là qui souhaitent être posées. Voilà, vous avez le micro, mais avant Karine Lefebvre. Oui, juste pour
préciser par rapport à votre remarque concernant les représentants des cultes. Sachez que, et en fait, quand j'ai présenté ce matin les 4 modalités, en fait, je me suis arrêtée aux 2 premières, donc j'en profite pour compléter. Vous savez, les 4 modalités de participation, il y a les manifestations, le site web, il y a 200 auditions qu'on va commencer en fait cette semaine au niveau du CCNE, dont les représentants des cultes, les représentants des sociétés savantes, sur tous les aspects. Donc cette parole-là va être portée. Et puis bien évidemment, il y a cette possibilité d'argumenter au niveau du site web. Et la dernière modalité, c'est le comité citoyen. Si vous avez des questions tout à l'heure, je préciserai. Mais voilà, ça me semblait important de le redire. Petite précision, Brigitte Feuillet-Ligier, oui, on alors, vous écoute pour votre question. 2 choses sur votre intervention. Sur l'absence de présence de pédopsychiatres, etc., je partage complètement, si ce n'est que ce n'est pas le lieu. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas un débat d'experts. À partir du moment où vous voulez entendre les citoyens, si vous commencez à mettre à la tribune, vous avez vu déjà 20 minutes, 20 minutes multipliées, on arrive à midi et on ne donne pas la parole aux citoyens. Ce que je trouve très très bien dans cette initiative aujourd'hui, c'est que enfin, nous, tout ce qu'on dit, vous pouvez le trouver partout. On a résumé parce que, on voulait représenter le cadre, mais ce n'est pas l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, les discussions entre experts, on les a souvent, et c'est dans d'autres lieux. Ici, c'est la parole aux experts. Je termine. Sur lapsus révélateur. Et donc, pour les religions, sachez que toutes les religions, les responsables des religions, etc., ont été conviés, mais en tant que citoyens. Donc cela, on ne fait pas de différence. Juste une petite remarque sur le fait que je n'ai pas parlé des droits de l'enfant. La mission qui m'a été confiée en 20 minutes, c'est... Attendez, c'est de vous présenter le droit de l'assistance médicale à la procréation. À partir du moment où le législateur, par exemple, pose la question, le principe de l'anonymat, etc., il a derrière réfléchi à l'intérêt des parents, l'intérêt du donneur, l'intérêt de l'enfant. Donc en fait, moi, ce que je vous relate ce matin, c'est l'État. Alors après, que vous ayez à vous exprimer sur les droits de l'enfant, il est bien évident que dans l'assistance médicale à la procréation, il y a 3 partenaires, c'est-à-dire il y a les parents d'intention, il y a les éventuels donneurs et il y a l'enfant. Donc j'allais dire, là, dans les dispositions législatives qui existent et qui existeront demain, tous les intérêts sont pris en compte. Alors après, c'est le problème, comment vous pouvez estimer que le droit de l'enfant n'est pas suffisamment revu. D'autres vont pouvoir dire le droit du donneur n'est pas suffisamment soutenu, etc. Ça, on vous entend. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que après, on peut prendre la question à travers l'entrée par chacun. Mais ce n'était pas l'objectif, c'était de vous présenter ici le droit positif. Alors ces échanges là sont sous la... Je ne l'ai pas pris comme ça, hein. Je vous réponds pour vous expliquer le contexte. Vous savez, c'est un exercice pas facile, les états généraux de la bioéthique. Ils ont eu lieu en 2008. C'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, avait mis en place cela. Et ils ont eu lieu de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait à Strasbourg, Marseille et Rennes, on avait eu la chance à Rennes, on est passé par une société qui a fait une vingtaine de citoyens qui ont été formés et qui ont été consultés. Aujourd'hui, je trouve ça extrêmement courageux de la part du comité national et des comités régionaux de partir. Vous avez vu, pas d'inscription, on ouvre, on veut écouter tout le monde. Et donc, à ce titre-là, bien voilà, donc, nous, on nous dit, vous parlez très peu, juste les informations. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est vous entendre. Voilà, Brigitte, alors, c'est sous la haute présidence aujourd'hui de Jean-Michel Bols. Vous pouvez peut-être nous faire un point et puis on repoursuit après avec toutes vos questions. Allez-y. Merci bien. Non, je veux juste faire une précision brève pour tout le monde. Le format de la réunion rennaise est le même que le format des réunions à Brest, à Vannes et à Saint-Brieuc. Et on l'a déterminé, validé en conseil d'orientation de l'espace éthique, dont fait partie également Karine Lefebvre et Laurent Pasquier qui est ici. Donc l'objectif fondamental, c'est que vous ayez la parole. Donc on ne peut pas faire des réunions dans lesquelles il n'y ait pas d'apport, entre guillemets, d'experts, et on a limité les apports d'experts aux 3 conférences qui se déroulent de la même façon ailleurs. Une mise au point médicale, l'état des lieux de la technique, une mise au point juridique, l'état des lieux du droit et les questions qui se posent, et une intervention sur la problématisation éthique qui se fait de façon différente. Agatha n'a pas fait la même chose que Jean-François Delfrécy à Brest il y a 15 jours, mais peu importe.
et surtout derrière, une parole totalement libre aux personnes en tant qu'individus. Alors pour que vous le sachiez, un certain nombre d'associations m'ont écrite, que ça soit la manifestation pour tous, SOS homophobie, LGBT en lutte, et il y en a d'autres dont je n'ai pas forcément le nom en tête, en me demandant à intervenir. J'ai répondu systématiquement à ces associations. D'abord, je les remerciais de leur mail, et deuxièmement, que nous avions décidé collectivement que les associations n'auraient pas un temps de parole en tant que tel, mais que leurs membres, évidemment, pouvaient s'adresser et intervenir, y compris en faisant état du fait que ces personnes étaient membres de ces associations. Celles-ci, comme l'a rappelé Karine, sont reçues, auditionnées officiellement par le CCNE. Voilà. Et elles ont toujours la possibilité de nous adresser des contributions. Tout ceci sera sur notre site web. Alors, nous avons également essayé, quand la notion de psychologue ou de pédopsychiatre est évoquée, nous n'avons pas voulu qu'il y ait de multiples intervenants spécialisés, parce que sinon, ça mange le temps. Deuxièmement, sur le site web de l'espace éthique, vous pourrez trouver des références de documentation facilement accessibles, dans lesquelles j'espère qu'on peut trouver beaucoup d'informations et de documentation. Voilà. Merci pour cette précision, Monsieur Bols. Merci pour votre patience. Ah, oui. Encore. J'ai juste oublié de dire que dans les villes de moindre importance, le format est différent. Il y a simplement une intervention d'experts qui d'ailleurs peut se faire sous la forme d'un film, la place réservée au débat 1h30 étant rigoureusement la même. Donc on a essayé de faire des formats différents pour que ça soit moins lourd à organiser. Et donc le format ici est le même qu'ailleurs, tout le monde s'y est plié. Alors à Rennes, vous avez pris 20 minutes de temps de parole d'experts, on a pris 25 minutes, ça c'est des bricoles. Voilà. Merci beaucoup, c'est bien de donner un peu la méthodologie. Merci pour votre patience. Allez-y. Merci. Je voulais juste répondre rapidement à madame, monsieur et monsieur le psychiatre derrière. Donc je suis psychologue, je suis en thèse en psychologie. Et je voulais juste rappeler, pour mettre les choses au clair, qu'il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un trauma quand un enfant est né de PMA ou je ne sais quoi. Et rappeler aussi que vous vous situez dans un courant idéologique freudien qui est dépassé dans tous les autres pays sauf en France. Et que je voulais juste rappeler que Freud parlait de père et mère symbolique et non biologique. Donc c'est le statut du père qui peut être tenu soit par une femme, soit par un homme, le statut de la mère qui peut être tenu soit par une femme, soit par un homme, et que c'est l'absence de ce statut paternel ou maternel qui pourrait, à la rigueur, sans étude encore une fois, avoir un impact, et non pas du tout la biologie du père ou de la mère. Merci. Autre question, et puis madame derrière, en rouge, madame en jaune aussi qui demande la parole là depuis un peu une éternité. Allez-y madame en jaune là quand même. Allez-y, prenez le micro. Bonjour, je vois qu'on fait appel aux pédopsychiatres. Je suis moi-même pédopsychiatre, donc je voudrais répondre à la remarque précédente. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études. En même temps, c'est difficile ces études. Comment prouver des choses quand même assez complexes? On n'a pas beaucoup de recul. Je voudrais dire quelque chose. Je fais de la thérapie familiale moi, je pense pas qu'en tant que pédopsychiatre, j'ai forcément de réponses finalement très précises. Mais ce que je peux dire, c'est que l'enfant, pour lui, quand même l'inscription dans son histoire, dans ses racines. C'est quelque chose qui est très important pour lui, pour sa construction. Et l'inscription aussi dans la... Alors ça, c'est peut-être plus personnel que pédopsychiatre, mais dans une forme de loi naturelle. C'est vrai que moi, c'est une question un petit peu de bon sens. On est né, notre corps, l'importance du corps. On est homme, on est femme, on est né comme ça. Donc je pense que c'est... Après, voilà, moi, je ne veux pas prendre parti ou quoi que ce soit, mais c'est des choses que j'observe dans ma pratique, dans l'importance pour l'enfant, quand même, de ces repères basiques, naturels. Merci. Faites descendre un petit peu, s'il vous plaît, le micro. Là, on demande la parole, là, à peu près au milieu, mesdames. Ah, il y en avait là aussi, oui. Bon, alors, allez-y, monsieur. C'est moi, monsieur. Hein. Ah, pardon, madame. Bonjour. Alors, je vous remercie vraiment infiniment pour ces exposés, parce que je les ai trouvés très complets. Et j'ai été vraiment très, très intéressée par tout ce qui a été dit. Alors, je ne suis absolument pas expert, et j'ai découvert des choses qui m'ont un petit peu effrayée, je vous avouerai. Entre la première naissance, ou j'allais dire les premières congélations, et les questions qu'on se pose maintenant,
il y a eu 50 ans, je crois. Et je vous avouerai que je me suis posé la question en entendant tout ce qui se passait, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et je reviens un petit peu sur une personne qui a dit tout à l'heure, je crois, dans ce coin-là, est-ce que ce ne serait pas intéressant de réfléchir un tout petit peu sur le fait de reposer tout ça et de se dire, bon, et si on repensait un tout petit peu tout ce qui se passe de manière intelligente, parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus finalement il y a des demandes qui sont réalisées, des demandes de plus en plus, j'allais dire, différentes, de plus en plus complexes, que la loi doit répondre à ces demandes et parfois un petit peu dépassées, parce que j'ai noté quand même qu'il y a des lois qui vont être discutées, mais il existe quand même, si ce n'est des paiements, des contreparties en fait au dos de vos sites. À partir du moment où quelqu'un fait un don, il a donc le droit de pouvoir congeler ses propres ovocytes. Pour moi, c'est quand même une contrepartie, si elle n'est pas financière, au moins pratique. Et je note également qu'il y a des inscriptions au registre des naissances qui donc sont possibles pour des faits qui sont totalement illégaux, encore en France. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait dire, bon, stop, on n'a pas réfléchi jusqu'ici, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup d'animosité, d'agressivité les uns avec les autres, et on peut le noter quand même aussi dans la salle quand on est dans des sujets aussi délicats. Il y a des souffrances à l'origine, il y a des naissances, il y a des vies, et je pense que peut-être qu'il faudrait tout reposer à plat et se dire stop. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait revoir complètement dans le fond. Voilà. Et pas forcément se demander est-ce qu'il est possible d'arranger la loi ou de faire en sorte que tout soit possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, une question ici, parce que madame demande la parole déjà depuis au moins 20 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi aussi, je demandais la parole. Je voulais revenir sur les propos d'Agatha Zielinski. Oui, on m'avait cité en jaune. Oui, c'est vrai, tout à l'heure aussi. Alors, allez-y, et puis après, ça viendra... Je voulais revenir sur les propos d'Agatha Zielinski qui parle de solidarité avec les plus fragiles. Et je m'interrogeais, est-ce que l'enfant n'est pas justement ce plus fragile qu'il faut protéger? Et je rappellerai la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que l'enfant doit connaître ses parents, c'est-à-dire ceux qui l'ont engendré et celui qui l'a engendré et celle qui l'a porté, et dans la mesure du possible d'être élevé par eux. C'est l'article 7, en fait, qui a été ratifié par la France et par 195 autres pays, et qui est donc une convention qui est contraignante, qui nous oblige, nous. Et je voudrais dire que tous, nous sommes concernés par cette loi parce qu'elle nous engage. Et c'est important, effectivement, de mettre vraiment de l'éthique dans ces questions, de l'assistance médicale à la procréation, et de ne pas perdre de vue l'enfant qui a des droits. Et on le voit avec tous ces enfants, aujourd'hui, qui demandent à la levée de l'anonymat du don de gamètes. Voilà, donc vraiment, je voudrais remettre l'enfant au cœur des débats. Et je peux attirer votre attention, monsieur le journaliste, il y a ici des personnes qui je demanderais aussi directement d'être un petit peu plus bienveillantes. Voilà, merci. Merci bien. Alors, venez ici, s'il vous plaît, avec le micro. Vous l'avez demandé, madame, voilà, ici. Et puis à côté, il y aura en bleu, voilà, vous le faites passer. Voilà, il est enfin arrivé. Merci. Alors du coup, pour répondre, pas à l'anonymat du don, mais plutôt pour rappeler qu'en fait, l'homoparentalité et la monoparentalité issue de l'AMP en France, c'est une réalité. Du coup, un statu quo législatif, c'est stigmatiser ces enfants, ces familles. Et donc, je pense que ça va à l'encontre du droit à l'enfant que vous parlez, le droit de l'enfant. Autre chose, il faut savoir qu'en France, en tout cas en 2011, il y a plus d'un quart des enfants qui vivent avec un seul parent. Ils ont l'air de se porter plutôt bien. Et dernièrement, quand vous dites qu'on n'a pas du tout de recul sur ces faits-là, en Espagne, c'est ouvert d'à peu près depuis 20 ans, l'AMP pour toutes. Et a priori, il n'y a pas énormément de trop gros de soucis aussi, quoi. Donc voilà. Merci. Autre question. Après, ça descendra, monsieur. Allez-y. Oui, allez-y. Bonjour. Donc moi, je parle en tant que citoyenne et en tant que membre d'une association féministe qui s'appelle Les Effrontés. Et alors déjà, j'ai vachement apprécié les remarques sur la bienveillance, sachant que pour moi, le truc le plus violent qui a été dit, c'était de reprocher à une tribune essentiellement féminine de négliger les enfants.
et dans un propos qui avait été assez violent. Donc je pense qu'on est dans une approche assez bienveillante, sachant qu'on est là pour, en prenant en compte les asymétries de pouvoir et notamment des personnes, des lesbiennes, des femmes seules, des personnes trans, etc. Et donc j'aimerais juste revenir sur certaines remarques qui ont été formulées concernant les droits des personnes de manière générale en rapport avec la sécurité sociale, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchisation des luttes de manière générale et on n'est pas là pour remettre en cause le mode de société, même si la présentation sur l'éthique semblait le remettre un peu en cause, puisque le vocabulaire utilisé dans un souci de vulgarisation était celui du marketing, etc., en mettant en cause cette chose-là du choix face à un supermarché. On n'est pas là pour débattre de l'anticapitalisme, mais de manière générale, dans un souci de rapport à la santé, etc., je pense qu'il faut considérer les avancées comme des avancées technologiques, et il y a toujours une dialectique entre les avancées scientifiques et comment on les aborde et on les utilise dans notre société, sachant qu'il y a toujours un rapport actif entre l'erreur et la vérité. Et donc on avance continuellement, on ne peut pas arrêter la science dans sa recherche, et c'est pour ça qu'on parle d'éthique aujourd'hui. Et par rapport à ça, je voudrais juste rappeler, pour aller un peu plus loin que la question du souci du plus vulnérable, l'étude de la vulnérabilité en tant que théorie féministe et philosophique autour des travaux de Carol Gilligan, John Tronto et Sandra Logier pour la France, sur la notion de care, etc. Et donc on peut, en étudiant la complexité des choses et la complexité du biologique comme des relations humaines et sociales, se rendre compte qu'en fait on est tous vulnérables dans le sens où on bénéficie tous d'une attention, et notamment il y a un déséquilibre entre les personnes qui en bénéficient le plus et les personnes qui en bénéficient le moins, et notamment quand on parle de souffrance et d'asymétrie de pouvoir, etc., on voit que les personnes LGBT, les femmes, sont de manière générale dans une situation hiérarchiquement inférieure, notamment du point de vue économique, etc. Donc tout ça se rejoint, et on est là donc pour rétablir, en parlant de l'ouverture de la PMA pour toutes, rétablir une égalité, puisque la PMA existe en France depuis, on l'a dit, depuis 37 ans. Merci. Monsieur, juste en dessous, vous avez posé une question tout à l'heure, en vert là. Allez-y, prenez, et on va passer de l'autre côté. Voilà, allez-y. Merci. Donc 2 points. Je voudrais rappeler d'abord qu'il n'y a pas de l'oubli de l'enfant, puisque dans tous ces projets, ceux qui existent depuis 37 ans, qui sont légaux, et tous ceux qui se font d'ailleurs depuis de manière plus artisanale ou à l'étranger, ou ceux qui pourraient se faire dans le futur, il y a quand même des parents ou un parent qui a eu un projet de longtemps réfléchi et plus difficile à mener pour avoir un ou des enfants à élever. Donc il y a forcément eu beaucoup de réflexions autour de ces enfants. Ils seront aimés. Le deuxième point, c'est à la fois, ça a été présenté sur l'éthique et l'effet que nous sommes une société mondialisée, ce qui n'est pas forcément possible ici, va l'être à l'étranger. Et il y a une participation justement qui évoquait l'Arménie avec la GPA qui était réalisée de manière totalement non éthique. Si nous, ici, nous laissons un vide juridique ou une interdiction qui crée un trou, et la nature a horreur du vide, il sera comblé ailleurs, et la France n'aura pas répondu à ces questions avec son éthique, et cela laissera aussi toujours une dimension de classe avec ça, et les gens qui ont les moyens pourront le faire, les gens qui n'ont pas les moyens ne pourront pas le faire, et seront en plus exploités de manière non éthique. Merci. Alors, allez-y. Bonjour, alors je me présente, je suis membre de l'association Ouest Trans en tant que militante trans, et donc je voulais réagir par rapport à la conservation des gamètes et poser un constat par rapport à la conservation des gamètes pour les personnes trans, que ce soit transsexuels, enfin bref, c'est la même chose, qu'on n'a pas forcément fait de changement d'état civil. Bref, le SECOS aujourd'hui en France, il fait une discrimination par rapport à nous, c'est-à-dire que lorsqu'on veut conserver des gamètes
avant un changement de sexe, qu'il soit social, médical, bref, que l'on prenne des hormones ou des bloqueurs d'hormones, qu'on fasse des opérations qui provoquent la stérilité. Ce droit nous est interdit en France pour la raison soi-disant que ce serait une solution de confort, ou ce serait... Enfin bref, que on choisit notre traitement, sauf que c'est pas vraiment un choix, mais ça se rentrerait dans un autre débat. Je préfère rester quand même sur le fait de la procréation médicalement assistée. Donc il y a vraiment cette nécessité de permettre l'ouverture de la conservation des gamètes aux personnes trans. C'est un droit qui devrait être accessible à tout le monde, c'est totalement normal. Sinon, on vient de la transphobie, de la discrimination sur pure base de la personne. Autrement, je voulais aussi parler des remboursements de la sécurité sociale, et aussi par rapport à l'intervention de quelqu'un qui avait dit que on doit faire des choix par rapport au remboursement, mais sauf que la sécurité sociale en France n'est pas un privilège, c'est un droit qui est accessible à tout le monde y contribue, tout le monde y participe. Oui, c'est médical, mais il y a aussi ça change rien. Si vous y contribuez, vous avez quand même le droit d'y recevoir. Parce que, par exemple, je vais poser l'exemple... je suis par exemple hormoné depuis 8 mois. Si aujourd'hui je n'ai plus accès à mes remboursements d'hormones, je risque de très graves problèmes de santé, comme l'ostéoporose ou des dépressions nerveuses suite à un dérèglement hormonal. Par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes qui sont obligées d'interrompre leur traitement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que ce n'est pas pris en charge. Et ces personnes ça provoque des troubles à cause du dérèglement hormonal qui provoque du coup des stabilisations. Je sais pas quel mot employer, enfin bref, que c'est pas bon pour. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions? Vous avez le micro qui circule, et là-haut aussi. Hein. Merci. Alors, je suis simple père de famille, j'ai 9 enfants. La même épouse, toujours, 22 petits-enfants. Et devant cet acharnement procréatif, la question que je me pose, c'est où est l'intérêt de l'enfant dans tout ça? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur? Oui, allez-y. Non, c'est pas grave. Donc moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit par le professeur Revel. C'est sur votre gauche. La gauche, voilà. Là. C'est pas grave. Donc on a parlé du don de gamètes. Et l'exposé fait sur la question médicale a parlé de la rareté du don et du fait que c'est de notoriété publique le fait qu'il y a moins en moins de, je sais pas s'il y en a de moins en moins, mais en tout cas il y en a très peu de dons de sperme et d'ovocytes. Le don d'ovocytes en plus c'est quelque chose d'assez lourd médicalement, beaucoup plus qu'un don de sperme pour des raisons évidentes. Et je trouve que ça pose une question qu'on n'a pas encore abordée et qui pose la question de dans quel monde voulons vivre demain, qui est la question de la marchandisation de ces gamètes. Aujourd'hui, c'est des dons qui sont gratuits et qui sont anonymes. Donc il n'y a pas de choix des gamètes, mais on peut voir dans des pays comme les États-Unis, par exemple, qu'il y a une dérive eugéniste certaine, avec des choix de gamètes en fonction de capacités intellectuelles ou de toute autre raison qui peuvent paraître légitimes, mais qui ne le sont pas. Il y a quelque chose en génétique qui s'appelle le brassage génétique, qui est dû à la reproduction sexuée et qui est extrêmement précieux, qui fait que notre espèce s'est développée depuis que la vie existe sur Terre, et qui, à mon avis, mérite de se poser vraiment la question du risque de marchandisation des gamètes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la question de la GPA. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que la GPA était de l'esclavage, et j'ai entendu des rires. Je voudrais vous citer une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais il a dit « Le jour où une femme milliardaire sera prête à faire un gosse gratuitement pour une pauvre d'un bidonville, j'accepte qu'on ouvre le débat. Le corps ne peut pas être un objet de marchandisation. » Voilà. Moi, j'ai vécu aux Pays-Bas, où on nous dit que... Donc les Pays-Bas, c'est un peu comme l'Angleterre, on nous parle de GPA éthique, gratuite. C'est un leurre. Elle est évidemment jamais gratuite, il y a de l'argent sous la table.
Et voilà, moi je pense que la GPA éthique cache en fait des choses très glauques dans des pays pauvres ou alors au sein des pays avec l'exploitation de femmes pauvres et que c'est un double drame. Merci beaucoup. Alors allez-y pour la question, monsieur en rouge. Oui, bonjour, simple citoyen. Bonjour. Je me pose une question vraiment sur la neutralité de ces débats. La neutralité telle que vous la demandez, c'est très bien, je suis parfaitement pour, mais pour moi, elle est déjà biaisée par avance quand on parle politique. Quand j'entends par exemple M. Macron dire qu'il est favorable à titre personnel à l'AMP pour les femmes seules ou les couples de femmes, les dés me paraissent pipés d'avance. Merci. Autre question, alors tout là-haut. Allez-y, monsieur. Je vais... Allez-y. Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier les trois intervenantes parce que j'ai trouvé leur prestation d'une grande lucidité et en même temps d'une grande transparence. Donc merci à toutes les trois. Moi, j'ai été choqué par plusieurs choses. Alors d'abord, je voudrais commencer par répondre à la personne qui a dit que les enfants seuls, qui étaient élevés seuls, ne subissaient rien. Moi, j'ai vécu le divorce de mes parents à 15 ans. J'ai été élevé ensuite par une mère seule. Et 35 ans après, ça reste une blessure. Enfin, je voudrais dire autre chose. C'est qu'il ne faut pas attendre de la loi qu'elle nous dise forcément ce qui est moral. Hélas. Et ce n'est pas parce qu'on fait les choses depuis 35 ans qu'aujourd'hui elles sont morales. Et on a évoqué plusieurs fois le fait de révision de la loi. La révision de la loi, elle peut très bien nous amener à repenser ce qui a été voté il y a déjà très longtemps. Enfin, on a beaucoup parlé de l'individu. On parle peu de la personne, et je pense que nous tous, nous sommes des personnes. Nous avons tous un corps, un cœur et un esprit, et on a trop parlé de corps et peu de cœur et d'esprit. Voilà. Merci. Alors, de ce côté-là, allez-y, madame. Oui, bonjour. Alors bonjour. Moi, je voulais juste faire un témoignage parce que j'ai rencontré une association qui s'appelle PMA Anonyme. PMA Anonyme. Ce sont des jeunes qui se sont réunis autour de cette problématique de la PMA. Ils ont été eux-mêmes conçus par le biais de la PMA et ils en souffrent. Et c'est de cette souffrance qui m'avait vraiment profondément touchée. Enfin, je voulais juste vous signaler cette association. Peut-être qu'il y a des gens qui sont concernés dans la salle et qui aimeraient la rejoindre. Et puis peut-être aussi éclairer le débat avec des associations de gens qui ont vécu dans leur chair. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui peuvent témoigner de ce que c'est que de ne pas avoir d'origine. Alors, il y a évidemment certains enfants adoptés, mais il y a aussi ces enfants nés de la PMA à qui on refuse cette ouverture. Et il me semble que la PMA, c'est pas forcément une idée forcément bonne. Voilà, donc je voulais témoigner de ça. Je vous remercie. Je remercie, comme tout le monde, les intervenants que j'ai trouvés intervenantes, que j'ai trouvées toutes pas vraiment avec des tendances de mon point de vue, mais j'ai appris plein de choses. Je coordonne un réseau de cancérologie. Je suis là à titre de citoyen. Je trouve cette question tellement complexe, tellement passionnante, parce que nous avons toutes nos convictions, nos histoires. Et quand on parle de la législation pour des questions comme ça, comme on a dit depuis le début jusqu'à ce qu'on va faire demain, fin d'année, revoir la loi, la réviser, c'est une très bonne chose, et effectivement la remettre à plat. Je ne vais pas parler de mes convictions, mais quand on est où c'est tout noir ou tout blanc. En gros, on voit les autres pays avancent, il faut qu'on avance avec eux. À la limite, on est en retard. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on est en retard. C'est d'ailleurs pas par hasard que la France n'a pas suivi automatiquement. Et tout noir, pourquoi ? On arrive à des contradictions. Dès qu'on commence à aller dans des questions aussi complexes, aussi personnelles, aussi légitimes, toutes les demandes, au final, on peut dire qu'elles sont légitimes. Si je prends l'exemple, vous parlez GPA, je ne dirai pas ma conviction là-dessus, GPA et procréation médicalement assistée.
si on autorise, je donne un exemple, si on autorise les femmes homosexuelles à avoir droit à la procréation médicalement assistée, au nom de quoi les hommes homosexuels n'auraient pas droit à l'enfant, comme on dit. Mais ça, c'est une contradiction de mon point de vue. Donc, comme il n'y a ni tout noir ni tout blanc, comme l'a rappelé le professeur Bols, il y aura des frustrés, évidemment, mais néanmoins, ce n'est pas vraiment juste tout ce qu'on fait depuis les 35 ans. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de choses tranchées, parce que Madame la philosophe a bien montré une diapositive qui était complexe, les 8 valeurs que vous avez notées à la fin. Si au moins les gens qui vont se pencher sur la question partent de cette diapositive pour tenir en compte tous les paramètres, ça serait une bonne chose. Et par rapport aux souffrances, certes, on disait tout à l'heure, la médecine, est-ce que c'est pour soigner et soulager les souffrances? Vous avez parlé d'une souffrance psychique, physique, et puis d'autres demandes qu'on a appelées sociétales, comme sociales ou existentielles. Malheureusement, la personne qui ne peut pas avoir un enfant pour plein de raisons, sa souffrance, que ce soit existentielle ou sociale, elle peut devenir psychique, voilà, elle va être entendable. Et enfin, pour conclure et ne pas monopoliser la parole, on est là, on fait des débats, chacun est passionné par rapport à ses convictions. Est-ce que cette loi, qui est une loi quand même de société aussi, est-ce qu'il serait envisageable qu'elle passe en référendum? Au moins, ça sera la voix du peuple, parce que les débats, on peut les voir avec nos convictions, mais voilà, je ne suis pas sûre si ça sera le plus fort à l'Assemblée qui va gagner, c'est tout. Merci. Alors, il y a là aussi, tout à l'heure, au milieu, là, si on peut amener un micro, peut-être plutôt vers le bas aussi, après, aussi. Alors, moi, je voudrais faire un petit témoignage personnel. Je parle en tant que professionnel de l'écologie. Je construis des bâtiments éco-responsables, respectueux de l'environnement. Deux points, un point légal et un point technique. Ce qui est légal est-il définitivement bon? Une personne a dit le sujet a été tranché il y a 40 ans, ce n'est plus un sujet. Je prendrai comme exemple la peine de mort. La peine de mort a été légale pendant des siècles en France. Un jour, un gouvernement a eu le courage de dire non. Eh bien, ce qui était légal est devenu illégal, et c'est un bien. Donc, ce qui a été légalisé il y a 40 ans, est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière si on s'aperçoit que c'est mauvais? Deuxième remarque, attention à la sensiblerie. Quand on entend des gens dire « nous souffrons, donc la société nous doit », nous souffrons, oui, on peut entendre une souffrance. Est-ce que pour autant on doit répondre à l'exigence demandée? Je prendrai un exemple, c'est l'affaire Maëlys aujourd'hui, pauvre Maëlys qui a été assassinée. Des gens aujourd'hui disent « c'est monstrueux, il faut rétablir la peine de mort ». Et quand on dit « mais non, il ne faut pas rétablir la peine de mort », mais alors vous méprisez la souffrance de la famille. Non, la souffrance de la famille est là, c'est pas pour autant qu'il faut légaliser quelque chose qui est mauvais. Ça, c'est le premier point d'un point de vue légal. D'un point de vue technique, ce qui est techniquement faisable est-il bon? Un exemple, l'énergie nucléaire. Dans les années 50, 60, 70, on s'est dit l'énergie nucléaire, c'est magnifique, il n'y a pas de retombées écologiques, etc. On s'aperçoit aujourd'hui des ravages que ça peut faire. Donc ce qui est techniquement bon n'est pas forcément à faire. Toucher à la filiation, pour moi, c'est extrêmement sensible. Oui, à l'accompagnement des souffrances. J'y suis touché relativement de près. Mon frère et ma belle-sœur ont 50 ans, ils n'ont jamais eu d'enfants, ils en souffrent énormément. Et donc, je sais quelle est la souffrance des parents qui n'ont pas d'enfants. Mais je dirais que je suis la position de José Bové, qui dit « je suis contre les OGM, je suis contre les bébés OGM ». Les manipulations au niveau des bébés en tube à essai, c'est pas compatible avec des convictions écologiques. Dernier point, ne pas connaître ses ascendants, pour moi, est une grave injustice. Encore un exemple purement personnel, mon père et ses 2 frères sont morts d'une crise cardiaque à 70 ans. On m'a dit, il faudrait que tu te fasses surveiller. Très bien, je rencontre un cardiologue et tout. Les gens qui n'ont pas leur ascendant, ils sont privés, ils ont l'injustice d'être privés de cette possibilité de suivre leurs antécédents familiaux. Ce qui est pas les orphelins, ils sont orphelins. Il faut rétablir, pallier à un état de fait, mais créer des orphelins, c'est mauvais. Et donc, en conclusion, une conclusion, pour répondre à une souffrance réelle, une souffrance à prendre en compte et à accompagner, il ne faut pas risquer de créer d'autres souffrances. Merci.
Madame. Alors, bonjour, j'ai 28 ans, je m'appelle Marion, je viens de rejoindre l'association SOS Homophobie, parce que convaincue qu'il y a encore beaucoup de discrimination. Voilà, la première, c'est que je suis mariée avec ma femme maintenant depuis 2 ans, que nous sommes dans le processus d'une PMA, on va en Espagne. On parle d'égalité, mais il n'y a pas d'égalité. Moi, on m'a demandé d'écrire une lettre de motivation pour avoir un enfant. Je pense qu'à aucun d'entre vous, on ne vous a demandé d'écrire ce qui vous motivait à avoir un enfant. C'est une envie viscérale. Enfin, je veux dire, on ne devrait pas avoir à écrire pourquoi on veut un enfant. Et tout à l'heure, monsieur a parlé des droits de l'enfant et madame qui a adopté son enfant. Je voulais juste vous demander à quel âge avez-vous adopté votre enfant ? Enfin, quel âge avait votre enfant ? 4 mois. Est-ce que lui vous a choisi ? Parce que vous l'avez choisi lui, mais est-ce que lui vous a choisi ? Est-ce que là, on a demandé à un enfant de choisir une famille ? Non, vous l'avez choisi. C'est un petit peu du commerce, ça aussi, non ? Non, vous inquiétez pas, la question n'est pas choquante. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait une démarche d'adoption, on passe un agrément. Ça dure 9 mois. Et on a des interrogatoires assez poussés de la part d'une assistante sociale, de la part de psychologues également. On a plusieurs personnes qui viennent chez nous pour voir si les conditions sont réunies pour l'accueil d'un enfant. Et ce qu'on a su aussi, c'est que la personne qui a confié notre enfant à l'adoption voulait qu'elle ait un père et une mère. Et donc, voilà, c'était une personne qui s'était retrouvée seule par un accident de la vie. Et non, l'adoption, ça ne se passe pas de façon aussi simple. Elle ne nous a pas choisis, de la même façon qu'on ne l'a pas choisie non plus. En revanche, la structure familiale, elle est là pour apporter à l'enfant ses besoins d'un père et d'une mère. Après, personne n'est parfait et on fera peut-être beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas comment ça se passera plus tard. Mais en tout cas, elle a les conditions nécessaires, un père et une mère. Merci. C'est pas nécessaire, la condition. Allez-y. Oui, non, mais apparemment, ça suffit. Oui, moi je voulais juste dire, le sujet arrive maintenant, mais l'adoption, avant d'avoir toutes les possibilités, parce que moi non plus j'ai pas pu avoir d'enfant, mais j'ai longtemps cherché à adopter, et je pense que la législation va être très difficile, même si on va la traiter, il faudra qu'elle évolue énormément, puisque les pays évoluent aussi, et qu'on pourra mondialement faire beaucoup de choses, donc ça ne sera jamais un acquis cette loi. Et puis donc l'adoption, il faudrait les inclure, parce qu'il y a plein d'enfants que, moi pour adopter des enfants, c'est très très difficile. Donc c'est un sujet, avant de procréer, c'est aussi récupérer des enfants dans l'isolement. Merci. D'autres questions un petit peu plus haut. Nous avons encore une vingtaine de minutes d'échange. Allez-y, ne vous en privez pas. Oui, bonjour. Bonjour. Je fais un peu suite par rapport aux difficultés typiquement pour adopter. Je rebondis en fait sur les chiffres que vous avez annoncés par rapport aux dons de sperme et de gamètes. En fait, ces chiffres sont relativement faibles, vraiment très faibles. Du coup, si on part sur un processus où il y a un élargissement de la PMA, la demande pourrait augmenter. Et aujourd'hui, c'est déjà difficile, les délais sont super longs. Qu'allons-nous faire pour faire augmenter ces dons ? Est-ce qu'on va faire plus de communication ? Est-ce qu'on va faire des campagnes comme ça peut être sur le don du sang ? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a très peu abordé. Et pour moi, la question se pose, comment pouvons-nous répondre à la demande ? Merci. Allez-y. Si tout le monde m'entend bien. Alors, c'est la première fois que je prends la parole comme ça, donc je vous prie de faire preuve d'indulgence. Je suis en licence de sociologie et je suis un mec trans. Donc là, je ne vais pas exposer un point de vue basé sur l'affect, mais sur des faits sociaux, sur des études en fait. Donc, je voulais revenir sur plusieurs choses. Lorsque on parlait de droit à et de l'enfant et de la souffrance que cela pouvait engendrer d'être né de PMA, de GPA, d'être adopté, il me semble que j'ai vu une étude menée sur le développement comportemental, corporel, etc. des enfants nés de PMA qui a l'air correct, également leur développement émotionnel qui est correct. Quant à l'anonymat de la PMA, je pense qu'il y a possibilité de proposer
aux donneurs et donneuses de préciser si elles désirent le faire anonymement ou pas. À un moment, il y avait un point sur la GPA. Alors déjà, c'est pas le sujet du débat. Mais sinon, je pense qu'un encadrement est possible, en fait, parce qu'il y aura toujours à l'étranger, il y aura toujours des gens riches qui iront à l'étranger pour faire une GPA illégalement et ça posera des problèmes. Mais en l'encadrant convenablement en France, je pense qu'il y aurait moyen de rendre ça possible, mais c'est autre chose. Ah oui, concernant le fait d'avoir un père et une mère, c'est des conneries. Déjà. De rien. Alors, non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Avoir un père et une mère, c'est une construction. Je m'exprime mal. C'est une construction sociale. Dans certaines communautés, on peut constater que les enfants sont élevés, par exemple, par les femmes de la famille, par le village. Donc, en France, et dans les pays occidentaux en général, le modèle est en effet un père, une mère. Mais tout ça, c'est du social. C'est pas du biologique, c'est pas inné. Donc, si un enfant demain se retrouve avec deux mères, un père, et qu'il ne subit pas de discrimination par rapport à ça de la part des autres, il n'y a aucun problème à ce qu'il se développe correctement ou pas. Le père ou la mère, en fait, en somme, l'enfant, il a besoin de personnes autour de lui qui veillent à son développement affectif. À rien d'autre de plus. D'ailleurs, tant qu'à faire, comme à première vue, avoir un père et une mère, c'est très important, et que les mères célibataires, que les enfants vivant avec un parent seul souffrent horriblement. Personnellement, je vis bien mieux depuis que mon père, le violeur, ne vit plus sous mon toit. Et en règle générale, on peut tout à fait très bien se développer en ayant deux mères ou deux pères, ou seulement une mère ou seulement un père, ou quel que soit autre schéma de famille. Et je pense que j'ai tout dit. Merci. Merci, vous avez le micro, allez-y. Du coup, pour revenir par exemple au don de gamètes, actuellement, donc je suis à SOS Homophobie, on se rapproche de collectifs de parents qui sont infertiles pour justement mener des campagnes de dons. Quand nous parlons de la PMA dans la rue, nous parlons aussi du don de gamètes, parce que nous savons que ça va être un des problèmes. Ensuite, la GPA, c'est facile d'en parler en disant les pays où ça se passe mal, mais on ne parle pas des pays où ça se passe bien. C'est facile de dire les mauvais exemples quand on est contre, mais il y a des pays où ça se passe très bien, quand c'est encadré, quand on ne paye pas la mère et qu'on paye les soins. Les États-Unis, l'Angleterre, les pays... Eh ben oui, ça se passe bien. S'il vous plaît. Ensuite, donc, le nombre d'enfants nés en PMA en France, c'est 29 000, un truc comme ça. Ensuite, est-ce que les 29 000 enfants sont mal? Non, c'est qu'un petit pourcentage. Comme il y a un petit pourcentage d'enfants hétéros qui sont mal. J'ai été tabassé pendant mon enfance, j'en fais pas tout un foin. Excusez-moi. Là, par contre, il n'y a personne pour se dire « Ah, les hétéros, ils font mal leur boulot ». Monsieur. Oui, je vous remercie de nous donner la parole. Je voulais soulever 2 points rapidement, s'il vous plaît. Le premier, c'est une question au sujet des embryons surnuméraires que vous avez évoqués tout à l'heure. Personnellement, à partir du moment où il y a fécondation, je considère qu'il y a vie humaine. Donc les embryons surnuméraires sont des embryons qui sont dans un état de congélation, donc suspendus d'une certaine façon. J'imagine que tous ne sont pas gardés pendant 50, 100 ans, 150 ans. De toute façon, c'est pas assez vieux pour qu'on le sache. Donc quel est le devenir de ces embryons? Voilà, tous ces embryons, que deviennent-ils lorsqu'ils ne seront pas utilisés? Et puis le deuxième point, c'était une remarque concernant la mondialisation qu'on a évoquée tout à l'heure et la mode à suivre au niveau sociétal, puisqu'il y aurait peut-être une mode à suivre. Certes, l'Occident va dans un sens. Moi, je voudrais juste soulever qu'en Occident, il y a aussi la Hongrie, la Pologne, la Russie. Et moi, et l'Autriche, je suis assez favorable qu'on écoute aussi ces pays. Et le sens du vent ne vient pas forcément des autres. Et on peut aussi écouter ces derniers pays.
C'était tout, je vous remercie de votre réponse. Merci. Une autre question, peut-être. Allez-y. Oui, merci de me donner la parole. Bon, je ne chasse pas en meute, mais je suis quand même un des quelques millions de personnes qui paient des impôts et qui cotisent pour l'assurance maladie. Et donc, je me pose un problème quand j'entends parler de l'AMP mise en priorité dans ces états généraux de la bioéthique, alors que d'ailleurs le professeur Delfrécy lui-même, quand il a fait son introduction à Brest, a dit que normalement, compte tenu des évolutions techniques depuis les derniers états généraux, il n'y avait pas stricto sensu matière à inscrire l'assistance médicale à la procréation à l'ordre du jour de ces états généraux. Bon, ça, je ne fais que citer ce qu'il a dit. Bon, ensuite, je disais que j'étais un des quelques millions de personnes qui déboursent pour l'assistance médicale. Je constate que finalement, ce qu'on nous propose de traiter, en l'occurrence, c'est le mal-être qui est lié à un besoin d'enfant. Et je voudrais mettre ça en parallèle, d'une part avec le mal-être existentiel des millions de chômeurs, et dont on sait que ça occasionne des ruptures de ménage, ça occasionne des ruptures avec la société. Et bon, ça peut se terminer à la rue avec des gens complètement désocialisés. Alors là, il y a une question de priorité. L'autre aspect de priorité, c'est en matière, quand on voit aussi le problème des paysans, les agriculteurs dont on connaît les difficultés, on a vu les manifestations des producteurs de lait, et il y a des choses qui défraient de temps en temps la chronique, ce sont les suicides d'agriculteurs. Et là, il y a donc vraiment des vies en jeu. Et le dernier point, en matière de santé, on voit que les gens qui sont juste au-dessus de la CMU hésitent à se soigner, n'ont pas les moyens, en particulier en ce qui concerne la médecine dentaire, ça a déjà été évoqué. Donc, au niveau d'une société, il faut choisir ses priorités. Je pense qu'avant de parler de la PMA, qui manifestement ne devait pas être à l'ordre du jour de ces états généraux, il faudrait traiter d'autres problèmes qui intéressent des millions de gens. Merci. Madame en dessous. Je peux... Allez-y. Ah, c'est moi tout de suite. Alors moi, je suis étudiante sage-femme, donc puis citoyenne. Je voulais d'abord faire un constat et puis ensuite poser une question au professeur Ravel. D'abord, j'ai entendu des gens qui avaient l'air de dire que être un couple hétérosexuel, c'était la première et un petit peu le fondement des choses pour avoir un enfant heureux. J'ai pu aller en stage ici, à Rennes, avec les services sociaux. C'est pas le cas. Voilà, il faut arrêter de dire que c'est le fondement de toutes les choses, qu'avoir un père et une mère, ça fait de vous un enfant heureux. Je ne pense pas que c'est vrai. Et deuxième chose, j'avais une question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure au niveau juridique, et après il y a une question sur du coup le don d'ovocytes, et après le fait de pouvoir garder ces ovocytes en plus. Ma question c'était, est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui les utilisent? Combien? Et combien d'entre elles arrivent à ramener un bébé à la maison avec ces ovocytes qui ont été gardés grâce à du surplus de dons d'ovocytes? Merci bien. Moi, j'avais juste une remarque. Allez-y. Face au déficit de gamètes, dans les pays dans lesquels se rendent un certain nombre de couples de femmes, aujourd'hui, le déficit existe aussi, et on sait bien qu'il est comblé par l'achat d'ovocytes qui viennent d'Ukraine à des prix exorbitants, et que de toutes les façons, on ne peut pas sanctuariser ces questions-là de l'importance de la bioéconomie dans le capitalisme mondial aujourd'hui. De toutes les façons, on sait bien que derrière les questions médicales, il y a aujourd'hui des enjeux financiers très larges, parce qu'ils dépassent la dimension thérapeutique de la médecine, que la médecine dépend de cet argent, et que cet argent circule de plus en plus, de façon à ce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, d'une certaine manière, la marchandisation du corps s'intensifie. Donc, si on veut, de notre côté en France,
réfléchir à des questions qui mettent à l'abri cette marchandisation, il faut aussi tenir compte de cette mondialisation capitalistique de la réalité du corps et de ses produits. Et on ne peut pas faire l'économie de ce par quoi ces produits sont, ce par qui ces produits sont fournis. Et ils sont fournis dans le monde par les plus faibles, les plus pauvres, ou en tout cas ceux qui n'ont pas d'autre alternative vraiment que de vendre ce dont ils disposent par la nature dans des circuits commerciaux qui alimentent notre médecine aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une critique, c'est un fait économique et sociologique. Et avec les enjeux éthiques et anthropologiques que ça signifie. On ne peut pas sanctuariser ces questions-là du développement d'un capitalisme de plus en plus sauvage auquel contribuent largement les milliards qui circulent dans la bioéconomie. Par exemple, on sait très bien que le lien entre les donneurs, les filières de dons d'ovocytes et notamment les filières de la traite humaine sont souvent très liés dans des réseaux mafieux qu'aujourd'hui la justice étudie de très près. Merci, on va prendre les toutes dernières questions. Il y a une demande aussi de micro au deuxième rang. Une petite précision, mais c'est pour rebondir sur tout à l'heure, qu'on ne confonde pas l'aide médicale à la procréation et le don de gamètes, parce que j'ai l'impression que dans les esprits, c'est pas très clair. Et donc 28 000 enfants nés par PMA, c'est ça, par an en France. Ce sont bien des enfants en intraconjugal et avec un recours au tiers. Donc, du coup, la problématique de l'anonymat du don et tout ça concerne un nombre inférieur d'enfants. C'était tout. Merci. Allez-y. J'aurais voulu venir sur l'anonymat du don de gamètes, en rappelant d'abord que le don de gamètes est un don particulier. Quand je donne du sperme, je ne donne pas mon rein. Je donne une partie de mon hérédité. Deuxièmement, le don de gamètes est certainement une aide à la procréation, mais c'est aussi procréer. Et je viendrai sur l'anonymat au travers des enfants nés sous X devant la Cour européenne, qui a fait l'objet déjà d'une jurisprudence assez dense. L'Italie s'est fait condamner en 2012 dans une affaire Godili pour ne pas avoir aménagé un respect des droits en partie. Je crois que la France devrait revoir ses principes juridiques. Merci bien. Madame aussi, qui essaie de demander, là il est au deuxième rang depuis pas mal de temps. Et le but du jeu aussi, pour mesdames là-bas, c'est aussi de donner la parole à l'ensemble des personnes présentes et non pas d'avoir une certaine confiscation. Bonjour. Donc d'abord, par rapport au don d'ovocytes, je me disais que si on ouvrait la PMA pour toutes, on accueillerait tout un tas de couples avec beaucoup d'ovocytes en trop, qui pourraient les donner beaucoup plus facilement si elles bénéficiaient aussi de la PMA. On a aussi parlé beaucoup d'enfants nés sous X, d'enfants divorcés, et on a comparé ça à la PMA. Je pense qu'au niveau du développement de l'enfant, il faut bien distinguer une situation d'abandon d'une situation où on ne connaît pas ses géniteurs, finalement. Je voulais aussi ajouter que je trouve que notre société accorde énormément d'importance à l'ADN. Aujourd'hui, les gens partent dans la vie avec des prédispositions à tout un tas de maladies et je trouve ça extrêmement angoissant. Mon frère a eu une petite fille épileptique alors qu'il n'y avait aucune prédisposition dans la famille. Aujourd'hui, j'ai une tumeur alors qu'il n'y a aucune prédisposition dans ma famille. On a aussi une part de liberté quelque part et je trouve ça important de le souligner et de ne pas toujours remettre sur le tapis qu'on est juste le fruit de deux ADN différents. Merci. Moi j'ai le micro. Beaucoup plus haut, une question, allez-y. J'ai le micro, si je peux. Allez-y. Voilà. Oui. Alors, moi je suis pédiatre et engagée en politique. Je vais faire rapidement 3 points. Le premier point, Madame Zilinski, vous parliez de la liberté et je voudrais juste qu'on prenne conscience qu'on est tous là un groupe d'adultes en train de choisir pour des enfants. Je voudrais aussi dire que je suis pour le coup assez choquée de penser qu'il y a une vérité il y a 37 ans et que c'est quelque chose qui ne peut pas évoluer parce que c'est renier l'ensemble des débats dans la société politique ou autre et l'ensemble des apports qu'ont pu faire des gens qui ont également moins de 37 ans et qu'au contraire, c'est tout l'intérêt, et je remercie les organisateurs de cette journée, de pouvoir faire parler et échanger des personnes peut-être avec des convictions différentes, c'est ce qu'on voit. Et troisième point, juste redire que ces états généraux, c'est une contribution qui va être faite au législateur et que le législateur, il est là pour faire de la politique. Et que la politique, c'est organiser la vie des gens entre eux et ça suppose de faire des choix.
C'est vrai que c'est un sujet probablement tabou, mais l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en politique, et qu'il ne faudra pas oublier qu'il s'agira probablement d'évaluer des coûts, ce qui n'est pas fait ici, mais ce n'est pas l'objectif de cette journée, et que ce qui sera demandé aux législateurs in fine, c'est de faire des choix avec les moyens dont ils disposent. Merci. Monsieur Bols, est-ce que vous, comme on arrive pratiquement à l'issue vraiment de ce temps d'échange pour ce matin, peut-être refaire, je vous ai vu prendre énormément de notes, mais c'est aussi l'intérêt de l'échange de ce matin qui va se poursuivre cet après-midi avec une autre thématique, hein, vous le savez très bien. Monsieur Bols, peut-être un mot peut-être pour reprendre les principaux points qui vous ont marqué durant ces longs échanges après les interventions de nos invités. Merci de me donner la parole. Je me demandais si j'allais la prendre. Donc. Ah bah vous voyez. Une chose, madame, vous avez dit quelque chose, je pense qu'il y a une information importante pour vous tous. Ce qui va ressortir de tous les débats nationaux, tous les espaces de réflexion éthique régionaux vont remonter au CCNE, c'est un rapport du CCNE qui va amalgamer aussi toutes les autres choses dont a parlé Caroline Lefebvre. Ce rapport est effectivement remis sur la table de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, donc, qui est un office parlementaire, paritaire, Sénat, Assemblée nationale, voilà, et qui respecte la représentation des groupes politiques. Donc c'est effectivement bien ces débats que vous menez et que nous menons sont bien là pour alimenter la réflexion des parlementaires. Le même OPSCST, d'ailleurs, va recevoir les rapports du Conseil d'État, de l'Agence de la biomédecine, de l'Académie de médecine, et puis d'autres académies scientifiques. Je ne sais pas ce qui aura le plus de poids. Je ne suis pas convaincu que ça sera absolument la parole des citoyens, mais enfin, je suis peut-être pessimiste. Il y a énormément de choses qui ont été dites. On voit bien des pôles très différents. Alors, juste pour répondre à une chose qui a été dite, la GPA est inclue au sens large du terme, l'assistance médicale à la procréation, puisque c'est une forme d'assistance à la procréation. Donc ça n'est pas hors sujet. Il y a une partie centrale qu'on sent bien, et on sent bien des tensions au sujet de l'enfant, droit de l'enfant versus droit à l'enfant. On entend beaucoup de souffrance, et puis on entend aussi beaucoup d'avis qui se réfèrent à un autre système de valeurs qui est peut-être... C'est difficile à dire parce que je ne veux choquer personne et garder un peu de neutralité, mais qui est peut-être situé un peu en amont de la souffrance, qui est mais qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Et de qui parle-t-on? Effectivement, il a été dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas beaucoup de la personne, qu'on parlait de l'individu. Je pense que ça, c'est un élément important. Alors on voit bien les implications sociétales, on voit bien les implications juridiques, mais, et Brigitte Feuillet n'avait pas le temps de le faire, ce qu'on mesure mal, c'est toutes les implications législatives derrière si telle ou telle disposition change, que ça soit dans le sens du retour en arrière, ou que ça soit dans le sens d'une progression en avant. Je n'ai pas dit progrès, j'ai dit d'une progression en avant. Il y a d'énormes implications juridiques dont on ne maîtrise pas toute la finesse. Il y a une chose, moi, que je voudrais dire, le seul argument qui ne m'impressionne absolument pas, c'est « ça se fait ailleurs, ça doit se faire chez nous ». Parce que, à ce tarif-là... Non, pas du tout, monsieur. Non, pas du tout, monsieur. Non. Ça vaut pour tous les sujets débattus, quels qu'ils soient. La peine de mort se fait dans d'autres pays, est-ce qu'il faut la faire chez nous ? Elle se fait en Russie, elle se fait aux États-Unis, elle se fait en Chine, on n'a qu'à la faire en France. Donc ce que vous dites, là, j'accepte pas la critique, parce que ça n'est pas une sortie de neutralité, il est exact que quel que soit le sujet, c'est pas parce que quelque chose se fait ailleurs qu'on doit le faire chez nous. Sinon, c'est arrivé au moins 10 ans, éthique, et c'est le plus petit dénominateur commun. Et donc il n'y a plus aucune exigence qui est sur la table. Donc les autres arguments sont à prendre en compte, je les ai tous notés, comme vous avez dit, j'ai pris énormément de notes, et on va retranscrire tous ces arguments avec le plus d'honnêteté possible. Je ne suis pas le seul à avoir pris des notes parmi les gens de l'espace éthique, mais tous les autres arguments ont leur poids, ont leur réalité sociologique, psychologique, éthique, philosophique, ce que vous voulez, mais celui-là, je pense qu'on ne peut pas le mettre en avant. Alors, il y a tout un tas de questions qui sont ouvertes après sur le don de gamètes.
alors qui représente un champ très très particulier. Voilà, il me semble qu'en remarque générale, on peut simplement dire que donner ses gamètes, c'est pas la même chose que donner son sang. La finalité n'est pas la même. Il y a une valeur symbolique et une valeur éthique dans le don de gamètes qui est très particulière et qui mérite d'être signalée. Je ne veux pas aller plus loin. Je pense que c'est des débats qui ont été... alors ce que je remarque, c'est qu'ils ont été... ils sont restés courtois. Ça me paraît très important. Les mouvements divers dans la foule sont absolument normaux. En tout cas, les arguments ont pu être échangés. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de censure. J'ai l'impression que ceux qui voulaient dire quelque chose ont pu dire ce qu'ils voulaient. Et c'était un des objectifs principaux de cette réunion. Voilà. Voilà, je pense que ça a été fait dans le respect et l'écoute. Bravo en tout cas à vous tous. Un petit mot vous souhaitiez apporter, ce sera le mot de la conclusion de la matinée. Oui, alors je ne sais pas si ce sera la conclusion, mais je voulais quand même faire le point, parce qu'en fait, à travers toutes les questions, il y a peut-être un certain nombre de choses qui méritent d'être précisées. Dans beaucoup d'interventions, il faut tout revoir, il faut s'adapter. Le problème, c'est que rien que les lois de 94, elles ont mis 10 ans avant de voir le jour. C'est-à-dire qu'on a déjà bien discuté de la PMA. Et la révision permanente permet justement de s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment dire on reprend tout. Il faut s'adapter parce que le monde va vite et je crois qu'il faut prendre en compte les réalités. Les réalités, si on ferme les yeux, c'est-à-dire que j'entendais il faut interdire, j'allais dire, je vais y venir tout à l'heure, même en interdisant, ça n'enlève pas les questions. Le deuxième point, je pense que la grande question qui est derrière la procréation médicalement assistée, et vous l'avez bien mis en évidence, c'est le lien entre la liberté et la vulnérabilité. Sont concernées par l'assistance médicale à la procréation des personnes vulnérables. L'enfant, j'allais dire indépendamment de la PMA, on sait que l'enfant dans le monde est une personne vulnérable, les femmes. Et je ne parle pas ici des femmes dans le couple, parce que le couple aussi est vulnérable, celui qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais on sait que les femmes dans le monde sont des personnes vulnérables. Donc, derrière toutes ces questions, il y a comment concilier l'idée de liberté, de pouvoir répondre à un certain nombre de demandes et en parallèle de faire attention parce que la réalité nous montre que effectivement des personnes vulnérables et souvent des personnes économiquement faibles, soyons clairs, sont concernées. Et à ce titre-là, la première chose à faire, c'est la lutte contre les trafics. Alors la France est dans cette direction. Néanmoins, quand vous regardez concrètement ce qui est fait, pas grand-chose. Or, le trafic, c'est la prostitution, c'est l'adoption, c'est la GPA et c'est aujourd'hui les trafics d'organes. Donc, alors il y a ça, mais il y a tout le reste qui est très loin du trafic. Donc, en fait, la question, c'est comme la question de l'euthanasie, on ne peut pas la simplifier à une question. Voyons les différentes hypothèses, mais commençons par, c'est certain, lutter contre tous les trafics. Enfin, je voulais attirer votre attention sur un point qui émerge d'un certain nombre de remarques, c'est la gratuité. La gratuité, là, c'est pareil, on est content parce qu'en France, on a posé un principe de non-patrimonialité. On a fait une étude qui porte sur 20 pays. Les 20 pays n'admettent pas la gratuité, les États-Unis notamment. Mais tous les pays qui admettent la gratuité admettent des indemnités, qui sont en fait des paiements qui peuvent aller très vite. Je vous donne un exemple. En Grèce, la gestation pour autrui, elle est prévue, elle doit être gratuite. Or, en fait, on démantèle des systèmes où il y a des sommes d'argent qui circulent. Donc là, c'est pareil, c'est une réalité. De dire tout à l'heure, j'ai noté une des personnes, pas un sou doit circuler, mais ça, c'est pas notre monde. Notre monde, il y a une offre et il y a une demande. Et à partir du moment où la demande est importante et où l'offre est moins importante parce que c'est gratuit, il va falloir penser ça. Donc, en fait, la question de la gratuité, et si on opte pour la gratuité. Alors en France, on a opté pour la gratuité, mais on trouve à droite et à gauche des systèmes de rémunération. C'est qu'il faut vraiment rentrer, et là le politique a un rôle à jouer, dans une vraie politique du don. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour développer le don? Qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître que c'est un acte citoyen, etc. Or en fait, on est toujours entre deux. On l'a vu sur la non-patrimonialité, des pays qui disent non-patrimonialité mais qui payent et qui disent rien, et puis ceux où on paye et où des fois
c'est assez bien réglementé, ou pas du tout, et donc là, c'est l'offre et la demande pure et simple. Alors, je ne réponds pas aux questions précises qui ont été posées, notamment sur les embryons surnuméraires. Je me tiens à la disposition des personnes si elles veulent des précisions juridiques sur ces points. Voilà ce que je voulais dire. Mais surtout, bien garder à l'esprit, à mon avis, la liberté et la vulnérabilité. Merci beaucoup. Il est un moment important, c'est que vous puissiez prendre, à moins que vous ayez eu l'occasion de le remplir durant les échanges de ce matin, mais remplissez bien, c'est très important, afin de le déposer en sortant de la salle. Et on aura grand plaisir à vous retrouver pour médecine prédictive, test génétique, cet après-midi, même lieu, à la Maison des Associations, à partir de 14h. Encore merci aux intervenantes, merci à Monsieur Bols et merci à vous tous pour la qualité de vos échanges et écoute. Merci à tous.